Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur les marchés financiers de novembre 2025. Et on part d'une source, une newsletter financière qui donne le ton tout de suite. C'est un ton très direct, assez sarcastique, et ça décrit l'ambiance du mois comme des, je cite, montagnes russes dans un parc d'attractions maudit. Et c'est une excellente image. On s'attendait à un mois explosif, novembre c'est historiquement très bon, et on a eu une stagnation. Une stagnation vraiment anxiogène. Notre mission, c'est de comprendre ça. Pourquoi tout le monde est si nerveux? Décortiquer un peu cette ambiance de fête qui a mal tourné. Bah oui, l'image est parfaite parce qu'elle capture le conflit central de ce texte. Ce conflit, c'est celui entre notre besoin, presque notre foi, dans les cycles du passé, Ouais. et la réalité du marché, qui, elle, n'a aucune loyauté envers l'histoire. Et novembre 2025, c'est un peu le mois où tout ça a volé en éclats, quoi. Une crise de foi, en quelque sorte. C'est exactement ça. Une crise de foi pour les investisseurs crypto comme pour ceux qui attendaient le fameux rallye de fin d'année. Alors, commençons par le patient zéro de cette crise, le Bitcoin. Les attentes étaient colossales. Il faut se souvenir d'octobre. On a touché un sommet historique, 126 000 $, l'euphorie totale. Mhm. Et puis, bam, la douche froide. Le 10 octobre, un crash éclair. 19 milliards de dollars de positions liquidées. En une seule journée. C'est un record absolu, hein. Et depuis, novembre, c'était un long tunnel d'angoisse. Le prix était coincé entre 91 000 et 95 000 $. C'est comme regarder des draps de peinture séchés, mais avec des fortunes en jeu. C'est exactement ça. Et le pire, ce n'est pas la chute. Une chute, c'est un événement. C'est violent, mais c'est rapide. La stagnation, c'est une torture psychologique. Ça laisse le temps au doute de s'installer. On se demande, et si c'était fini? Et si le cycle était cassé pour de bon? Hmm. Le fait que les 2 mois historiquement les plus forts, octobre et novembre, aient fait pchit, c'est un signal psychologique terrible. D'ailleurs, la source cite l'analyste Tom Lee, une figure assez connue. Lui, il visait 250 000 $ pour la fin 2025. Ah oui, le super optimiste. Eh bien, sa nouvelle prévision, c'est 100 000 $. Il a coupé en deux. Ce n'est plus un ajustement, là, c'est presque une capitulation, non? C'est un symptôme parfait de cette perte de repère. Quand même les plus optimistes sont forcés de revoir leur copie de façon aussi drastique. Ça montre que le problème est plus profond. La vraie question, ce n'est plus le prix. C'est la remise en question du modèle, du cycle lui-même. L'auteur a une phrase qui m'a marqué. C'est comme si le cycle était en train de changer. Un changement de paradigme? Voilà. Et ça, pour un investisseur, c'est bien plus effrayant qu'une simple baisse de 20%. Et j'imagine que cette morosité ne s'est pas limitée aux cryptos. Si on regarde les marchés plus traditionnels, le CAC 40 par exemple, Mhm. on retrouve la même ambiance. On la retrouve, mais elle est différente. Moins spectaculaire, plus insidieuse. L'analyse du CAC 40 est très très parlante. Ah oui, c'est là qu'il y a la métaphore que j'ai trouvée terrible mais tellement juste. Il dit qu'une performance de plus 0,02% sur le mois, Mhm. c'est l'équivalent boursier de faire 3 heures de sport pour perdre 50 grammes. C'est cruel, mais c'est exactement le ressenti. L'effort sans aucune récompense. Toute la frustration est dans cette phrase. Tout à fait. Et si on creuse un peu, ce plus 0,02% cache une réalité encore plus inquiétante. Un marché qui est complètement fragmenté. Il y a des exemples très concrets. D'un côté, on a Stellantis. Oui, Un bond de 2% sur une journée. On se dit, super nouvelle. Sauf que sur l'année, l'action est toujours en baisse de 27%. Donc c'est un petit sursaut dans un océan de pertes. d'accord. Et de l'autre côté, il y a les géants du luxe. Exactement. LVMH qui semble tenir tout l'indice à bout de gras, pendant qu'Hermès et Kering, eux, sont en difficulté. Qu'est-ce que ça veut dire, cette divergence au sein d'un même secteur, celui qui a porté Paris pendant des années? Ça nous dit que le marché navigue à vue. On pourrait appeler ça de l'indécision chronique. Il n'y a plus de récit commun, plus de direction claire. Normalement, le luxe, ça bouge un peu en bloc. Oui, porté par les mêmes tendances. Voilà. Et là, non. Chacun réagit à ses propres nouvelles, à ses propres rumeurs. Le marché ne sait tout simplement plus où aller. D'accord. Donc, crypto, cycle trahi. Action, stagnation, indécision. Et au milieu de ce brouillard, il y a un sujet qui concentre toutes les peurs. Le monstre dans la pièce. La fameuse bulle de JA. La source compile pas mal de signaux d'alerte, et ça fait un peu froid dans le dos. Oui, là, on touche au point culminant de la nervosité ambiante. D'abord, il y a un rapport d'Allianz Trade. Eux, ils n'y vont pas par quatre chemins. Ils parlent de signes classiques d'une bulle spéculative. Valorisation déconnectée, euphorie générale, les grands classiques. C'est ça.
Et puis, il y a le nom qui fait trembler tout le monde, Michael Burry, Ah, l'homme qui a prédit la crise de 2008. Quand il sonne l'alarme, en général, on écoute. Absolument. et pour donner l'échelle du problème, la source donne un chiffre qui m'a vraiment interpellé. Nvidia, à elle seule, représente 7% de tout l'indice S&P 500. Concrètement, ça veut dire quoi? Si Nvidia s'enrhume, tout le marché américain attrape la grippe. C'est exactement ça. C'est la définition même du risque systémique. On a un immense château de cartes, mais une des cartes à la base est devenue si grosse, si lourde. Qu'elle menace tout l'édifice. Voilà, le destin de milliers de milliards de dollars est suspendu à la performance d'une seule et unique entreprise. C'est fascinant et terrifiant. D'accord. Si on ajoute à ça l'indice de la peur, le VIX, qui est monté à 22,40, Et l'indice Fear and Greed qui est tombé à 22 sur 100, donc en peur extrême. on a tous les ingrédients du cocktail explosif. Mais est-ce que ce n'est pas un peu le lot de tous les grands cycles technologiques? On a eu ça avec Cisco pour Internet, non? Oui, mais la différence ici, c'est la vitesse et la concentration. La montée de Nvidia a été fulgurante, et son poids dans l'indice a grandi à une vitesse folle. Et puis, son activité est au cœur de tout. Une interconnexion totale. Exactement. Une baisse de la demande pour ces puces, ce n'est pas juste une correction sectorielle, ça pourrait signaler un ralentissement économique bien plus large. Le risque est beaucoup plus élevé. Le tableau est quand même très très sombre. Est-ce qu'il y a des lueurs d'espoir quelque part ou est-ce que tout est à jeter? C'est une bonne question. Et la source y répond de manière assez nuancée. Non, tout n'est pas acheté. Et c'est peut-être un des points les plus intéressants de l'analyse. Même dans un marché qui panique, l'argent ne disparaît pas. Il cherche un refuge. Il cherche une nouvelle histoire. Et cette nouvelle histoire, ce serait Solana. Alors qu'Ethereum peine autour des 3030 $, Solana se maintient solide au-dessus de 175 $. C'est l'exception qui confirme la règle. Et ce n'est pas juste le prix. Le texte insiste sur les fondamentaux. Record de 2300 transactions par seconde, point. Et surtout, l'intérêt des institutionnels. 342 millions de dollars qui sont entrés dans les ETF Solana en 21 jours. C'est énorme. C'est énorme, oui. Et ça nous apprend quelque chose de fondamental. C'est que les investisseurs ne cèdent pas à une panique aveugle. Ils ne vendent pas tout en bloc. Au contraire, ils opèrent une sélection de plus en plus fine. Une fuite vers la qualité perçue, comme ils disent. C'est ça. Le récit du cycle Bitcoin s'effrite. Ok, alors les capitaux se tournent vers un autre récit, celui de la performance tech et de l'adoption institutionnelle. C'est la preuve que le marché est peut-être nerveux, mais il n'est pas stupide. Il cherche activement des alternatives. D'accord, dynamique fascinante. On a la théorie, les grands mouvements. Maintenant, le moment de vérité. Comment ça se traduit dans un portefeuille réel? L'auteur gère un portefeuille statistique basé sur des algos. Et là, attention, ça pique. Oui, là, c'est le moment où la théorie percute le mur de la réalité. Et le choc est brutal. Le mot est faible. En novembre, ce portefeuille a fait moins 9,5. Moins 9,5. Pendant ce temps, son indice de référence, le S&P 500, a fait moins 0,04%. Quasiment stable. L'auteur parle de boucherie. C'est une sous-performance massive. Comment c'est possible de se tromper à ce point sur un seul mois? C'est une réaction tout à fait humaine. Et c'est là que l'analyse devient une vraie leçon sur la psychologie de l'investissement. C'est possible parce que ces stratégies quantitatives sont conçues pour capturer des anomalies de marché. D'accord. Parfois, ça donne des résultats spectaculaires. Et d'autres fois, quand le marché devient complètement illogique, comme en novembre, ces stratégies sont prises à contre-pied, violemment. Donc il faut jeter la stratégie à la poubelle. Ça, c'est la réaction émotionnelle à court terme. Mais la source nous invite à prendre de la hauteur. Et c'est la leçon la plus importante de tout le texte. L'auteur donne un autre chiffre. Sur une période de 14 mois, ce même portefeuille, malgré la boucherie de novembre, il affiche une performance cumulée de plus 33%. 33%? Alors que le S&P 500 sur la même période n'a fait que plus 18,5%. Ah oui. Vu comme ça, la perspective change radicalement. Elle change tout. C'est l'illustration parfaite de la tension entre la douleur immédiate, la perte à court terme, et la rationalité froide des chiffres sur le long terme. Ça nous rappelle qu'une stratégie ne doit jamais être jugée sur un seul mois, surtout un mois aussi bizarre. La vraie discipline, ce n'est pas de trouver la bonne action, c'est de supporter la douleur de ces mauvaises passes sans tout remettre en question. Si on rassemble les pièces du puzzle, novembre 2025, c'est le mois où les vieilles cartes n'ont plus fonctionné, le Bitcoin n'a pas suivi son cycle, le CAC 40 a fait du surplace et la peur de l'IA a tout paralysé. C'est la synthèse parfaite. On a un marché qui est, comme on le disait, orphelin de ses certitudes. C'est ça.
Et la source conclut sur une note que je trouve à la fois drôle et très profonde. L'auteur met en scène un dialogue entre lui et une IA un peu sarcastique. Et cette conversation, en fait, c'est une métaphore Une métaphore de quoi, Sam? de la lutte que chaque investisseur vit à l'intérieur de lui-même. La bataille entre la partie rationnelle, qui dit de tenir le cap, et la partie émotionnelle, la petite voix qui crie de tout vendre après une semaine à moins 9%. Je vois très bien. Et la conclusion, c'est que la clé n'est ni dans l'optimisme aveugle, ni dans la panique. Elle est dans la patience. La performance à long terme du portefeuille, c'est la preuve. Et tout ça, ça nous amène à une pensée finale, une question pour aller un peu plus loin. Dans un coin de la newsletter, l'auteur mentionne, presque en passant, une arnaque qui a fait des ravages. Omega Pro. Une pyramide de Ponzi à 4 milliards de dollars. Hmm. Alors, la question qui se pose est la suivante. Dans un environnement comme celui-là, où les valorisations de l'IA semblent défier la gravité, où les cycles historiques se brisent, où la peur brouille le jugement, comment on fait concrètement la différence entre une vraie innovation de rupture, une bulle spéculative sur le point d'éclater, ou, pire, une arnaque sophistiquée? Où se situe la frontière entre la conviction d'un visionnaire et la crédulité face à une histoire qui est tout simplement trop belle pour être vraie?